Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur femininbio.com/métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, mon invité est un homme singulier qui a choisi de vivre complètement son chemin et de s'aligner sur ce qu'il ressent comme juste pour lui. Par des stages, conférences ou par son livre, il offre à ceux qui le souhaitent une expérience intégrale, simple et bouleversante à la fois. Vivre sa vie sans autre recherche que l'acceptation de ce qui est et de ce que nous sommes. Il utilise comme outil les mots et leurs vibrations singulières ainsi que la clairvoyance. Cet homme est à mi-chemin, si je devais faire un portrait chinois, entre la verve de Lucchini, le charisme du Nama, la puissance d'Eckhart Tolle, le look d'un Pierre Richard qui se serait aligné et doté de l'humour parfois ultra trash de Jean-Marie Bigard. Je pourrais même ajouter le côté déjanté d'un Houellebecq, le génie d'un Da Vinci, le goût du réel d'un Alexandre Jardin. En fait, il n'est absolument pas ça, il est surtout totalement lui-même, il est Franck Lobvet, que j'ai l'immense joie d'accueillir dans Métamorphose. Bonjour Franck. Bonjour Anne. Je sors d'un stage plongeon avec Franck et je sais plus si j'ai la tête tellement à l'envers qu'elle s'est remise à l'endroit ou l'inverse. Alors on va démarrer par cette première question. Franck, est-ce que tu peux me parler rapidement de ton parcours et de tes perceptions subtiles qui font aussi partie évidemment intégrante de ton travail? Oui, je peux essayer. Ça te va comme intro, ce petit portrait chinois, ou t'aimes pas du tout? Il y a des facettes dans lesquelles j'aime me reconnaître et d'autres dans lesquelles je vais mettre plus de temps à aimer ça. Okay. Mais ça n'a pas tant d'importance. Non. Pour ce qui est de mon parcours, il n'y a pas grand-chose à retenir finalement, si ce n'est que pour ce qui nous occupe, ce qui m'a mis sur le chemin des perceptions et de la spiritualité, c'est, je pense, au départ à un simple et bête complexe d'infériorité qui m'a demandé de trouver des stratégies pour pouvoir survivre dans une cour d'école. Et j'ai découvert lorsque j'avais 14 ou 15 ans que je pouvais dire des mots qui faisaient en sorte que d'un seul coup j'obtenais le respect, pour pas dire la peur, de mes contemporains. Donc au départ c'est parti sur un peu cette piste-là. Au fur et à mesure de la vie et du temps, je me suis aperçu que cette information que j'avais sur l'autre pouvait finir par être utilisée soit pour lui faire du mal, soit pour lui faire du bien. Oui. En gros. Et puis, comme quelque chose qu'on travaille longtemps et souvent, on finit par devenir de plus en plus précis, et puis on finit par appeler clairvoyance quelque chose qui au départ est un fonctionnement normal de l'humain, c'est-à-dire avoir des sensations et pouvoir les exprimer. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'expérience humaine j'ai fait un podcast avec Neale Donald Walsch, j'ai dit que c'est vraiment Dieu qui fait l'expérience de lui-même et que sans cette séparation, on pourrait pas faire en fait l'expérience de l'incarnation. Oui, je rejoins son point de vue. Pour moi, c'est le but de l'existence et le sens de la vie. L'idée, en fait, c'est de faire semblant d'oublier que nous sommes le tout, pour être un morceau du tout, et ainsi les morceaux du tout se rencontrant peuvent s'expérimenter. Lorsqu'on n'est pas un morceau et qu'on est dans notre totalité, qu'on est redevenu un, il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus que de la connaissance. C'est-à-dire que dans l'unité, toutes les expériences étant vécues simultanément, il n'y a plus d'expérience. C'est-à-dire que dans l'unité, j'ai à la fois, au même moment, chaud, froid et tiède. Donc, ayant chaud, froid et tiède simultanément, je n'ai plus rien. C'est que dans le monde séparé, où l'espace-temps existe, que je vais d'abord avoir froid, puis tiède, puis chaud, et ainsi je pourrai en faire l'expérience, puisqu'elles seront séparées les unes des autres temporellement. Sinon, elles sont toutes simultanées, et toute expérience revient à aucune expérience.
Donc c'est ça le sens. Disons que Dieu ne peut pas faire d'expérience que lorsqu'il oublie d'être Dieu. Et qui est Dieu, justement? Alors Dieu, dans mon monde, on peut pas dire qui. On pourrait dire qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Et même là, je vais dire que c'est simplement le mot que j'utilise pour parler du tout, du principe, de la vie, du mouvement ou de l'amour avec un A majuscule. Puisque pour moi, amour et mouvement sont des synonymes. C'est-à-dire que je pense que Dieu n'existe pas. Je pense que Dieu est. Et si Dieu existait, il n'existerait pas aussi. C'est-à-dire que exister, c'est quelque chose du monde relatif. Dieu est, il est partout tout le temps, donc il n'est pas. Pour dire les choses plus clairement, quelque chose qui existe partout tout le temps, du coup n'existe plus. C'est un peu comme nous, on oublie qu'on respire parce qu'on respire tout le temps. C'est plus un sujet. Et j'ai la même vision avec Dieu, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup la notion, tout en sachant que cette notion n'existe que pour que je puisse en parler. D'accord. Ouais. J'ai pas se mettre d'accord quelque part. Voilà, c'est ça, qu'on puisse se mettre d'accord. J'ai pas l'idée que quelque chose dans l'univers veuille quelque chose pour moi. Alors pourquoi dans cette incarnation, quand on s'incarne, on oublie qui nous sommes? Alors, quand on s'incarne, tu veux dire, on oublie... Est-ce qu'on oublie qui nous sommes d'ailleurs? C'est la première question. Oui, alors... je l'affiche comme une certitude. Disons que à l'incarnation, on va filtrer qui nous sommes. On va revenir avec de la mémoire, de l'hérédité, sûrement quelques projets. Donc l'incarnation est quand même teintée de quelque chose, mais nous sommes relativement spacieux, j'ai envie de dire, au démarrage, c'est-à-dire dans la possibilité de devenir à peu près tout et n'importe quoi. Cela dit, pour qu'on puisse faire cette expérience, il est nécessaire qu'une amnésie se pose, il faut qu'on oublie que nous sommes la totalité, il faut qu'on oublie que nous sommes le tout, pour pouvoir se croire soi et faire l'expérience du morceau de Dieu que l'on va être. On choisit de s'incarner, nos âmes, alors je dis nos âmes, nos êtres, parfois j'essaie d'employer des synonymes parce que comme on n'est pas toujours tous d'accord sur les mots... Finalement, on vient de le nommer, on pourrait appeler ça être, âme, Dieu, et se mettre à décortiquer et à se battre pour essayer de savoir qui voit la bonne chose. Moi j'ai envie de simplement retourner à la première réponse. Évidemment, j'ai une forte envie de m'incarner parce que Dieu veut s'expérimenter, Dieu veut se connaître. Donc je ne souscris pas à la croyance que on vienne pour quelque chose de particulier, si ce n'est être en vie. Et je n'oublie pas que de l'autre côté du voile, lorsque je suis entre guillemets moins séparé, je ne qualifie pas tout en bien et en mal. Une fois que je suis arrivé dans le monde relatif, où tout est fonction de l'inverse, je me remets à tout qualifier en bien ou en mal, et c'est là que commencent à surgir les questions autour de est-ce que j'avais vraiment envie de venir ici ou pas? Oui. Qui est en fait la question sous-jacente à est-ce qu'on choisit ou pas? Est-ce qu'on nous fait subir une incarnation ou est-ce qu'on la choisit? C'est clair. Et ça, c'est très lié à la question du bien et du mal, qui sont en fait des expériences déjà terrestres. C'est pas une expérience qu'on se pose avant. C'est ça qui nous donne cette sensation, comme le dit certaines philosophes. Je pense à Runa Lipsik, je sais pas comment on prononce son nom, et elle parle de cette nostalgie de l'ailleurs. Oui. Alors, tu la raccordes à quoi dans ta question? Non, à cette notion du bien et du mal, et à cette notion de est-ce que c'est aussi pour ça que nous avons cette nostalgie en fait, cette mémoire en fait de qui nous étions. Okay. Quand nous n'étions pas séparés. Ok. Le sentiment que j'ai autour de ça, c'est que j'ai remarqué que si on plonge suffisamment longtemps nos yeux dans les yeux d'un humain, on trouvera toujours un espèce de fond de tristesse ou de nostalgie. Et je raccorde ça à nos mémoires multidimensionnelles ou à nos mémoires stellaires, au sentiment qu'on peut avoir un jour alors qu'on est autour de la table de la cuisine en train de manger avec papa et maman, d'un seul coup de les regarder et de se dire mais qu'est-ce que je fais ici, je suis pas d'ici moi. Le sentiment d'un seul coup qui monte et qui devient très réel du sentiment de pas être de cette famille, de pas se reconnaître dedans et de savoir qu'on n'est pas d'ici.
Et c'est à cet endroit-là, en fait, qu'il y a cette connexion avec la famille cosmique, avec les frères stellaires. Et ce sont encore que des mots qui sont bel et bien galvaudés, pour pas dire rejetables. Mais disons que oui, pour moi, il y a cette nostalgie d'un ailleurs. Tu parles beaucoup de la quête du bonheur et du bien-être qui pour toi est liée au malheur et la jouissance à la souffrance. Et tu dis dans ton livre, un homme debout cherchait à devenir rien de tel pour s'éloigner de ce qui est déjà là. Vouloir changer, c'est déjà lutter contre une part de soi-même. Oui, je crois maintenant fermement que le travail sur soi et l'idée de devoir changer ou s'améliorer est posé tout au fond sur la croyance que je suis un pécheur de naissance ou que je suis mauvais de naissance. Je crois aussi que notre vie aujourd'hui se résume non plus à vivre la vie et à jouir de la possibilité de mes sens, mais est devenue une course à la sécurité et à devenir des bonnes personnes. Et c'est à cet endroit-là, en fait, que moi j'arrive plus à avoir envie de devenir une bonne personne. J'ai compris que la bonne personne en moi était fonction de la mauvaise, et que de vouloir éradiquer le mal en moi était in fine le désir d'éradiquer le bien, donc de mettre fin à l'expérience franque. Et j'ai compris que j'étais en train d'attenter à ma vie, d'attenter à mon expérience, lorsque j'étais en train d'attenter à ce que j'appelais le mal en moi. En fait, essayer de guérir le mal en moi, essayer de rejeter le mal en moi, essayer d'évacuer le mal en moi, nécessite d'évacuer son pendant. Et il y a pas, c'est le bien qui fait exister le mal. Vouloir évacuer le mal, c'est vouloir évacuer le bien, et c'est quelque part, au fond, chercher à mettre fin à l'expérience. Aujourd'hui, je suis dans une autre vision. Alors comment est-ce qu'on peut justement débusquer nos masques et nos personnages de fiction sans pour autant les juger et les rejeter? C'est un peu toute la fine ligne. Alors, je ne sais pas, je ne mettrai pas, disons, dans le même sac l'idée de juger et de rejeter. Je juge. Et je pense que les humains sont des êtres de jugement. On passe notre temps à juger, en fait. Je pense que tout ce que l'on connaît de nous, on le connaît par rapport au reste. Je sais que je suis grand quand j'ai vu des petits, que je suis gros quand j'ai vu des minces, etc., etc. C'est toujours la loi de la relativité. On est dans un monde relatif. Et je crois que l'idée du non-jugement est un déni de la dualité. Je suis un être qui juge, mais je ne suis pas obligé d'en faire quelque chose. On confond le jugement et la condamnation. Je me juge, je me vois dans des choses que je qualifierais de positives et d'autres que je qualifierais de négatives. Mais pour moi, tout ceci aboutit dans un grand sac que j'appelle mon humanité. Et je n'ai plus tendance, si tu veux, à qualifier des choses d'humaines et d'autres de non humaines, comme s'il fallait éradiquer quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de l'humain en moi. Donc voilà, il y a des choses agréables à regarder, d'autres moins agréables, mais tout ça, en fait, c'est simplement humain. Et lorsque ce que je produis est trop désagréable à mes yeux, je me rappelle en fait que tout au fond, il y a, et c'est pareil chez chaque humain, un manque d'amour. Et ce manque d'amour va demander à cet humain de développer une stratégie. Et en fait, quand on observe un autre humain, ce qu'on est en train d'observer chez lui, c'est sa stratégie pour combler son manque de lui-même. C'est une sorte de blessure originelle ? Je pense que la blessure originelle, c'est le manque de soi. C'est-à-dire le fameux oubli de notre nature la plus profonde. Et que lorsque je suis face à une attitude humaine que j'aurais tendance à vouloir absolument rejeter, non seulement je suis face à un miroir de moi-même, mais je suis peut-être même tout simplement face à un humain qui se manque. Et même si la stratégie qu'il met en place me paraît nauséabonde, ça reste jamais qu'une stratégie pour essayer de combler le manque qu'il a de lui. Chose que j'ai également. Pourquoi, oui, dans tes stages, je précise, tu renvoies beaucoup à l'effet miroir que toi tu fais au groupe et donc tu es sans arrêt en train de faire ce lien entre toi et l'autre. Oui, je pense que l'énergie d'aujourd'hui, au moins celle de 2019, mais ça fait plusieurs années qu'on est dans cette fréquence, ne permet plus la posture verticale de celui qui sait et de celui qui ne sait pas, de celui qui aide et de celui qui est perdu. Je veux aujourd'hui regarder les choses sur un plan horizontal. C'est un peu la fin des gourous des années 80 qui disaient faites ceci, faites cela par exemple. Je pense que en fait c'est arrivé à terme, que ça ne fonctionne plus pour rien.
Et que l'idée aujourd'hui, c'est de renouer avec le plan horizontal, c'est-à-dire je ne perds pas de vue que les gens qui viennent me voir viennent m'apporter un angle de vue sur moi-même. Donc ma posture dans le stage, c'est de regarder comment fonctionne la structure énergétique de la personne que j'ai en face et d'aller chercher chez moi à quel endroit je produis exactement le même genre de stratégie, d'énergie ou d'enquistage de l'énergie. Quand tu parles de structure énergétique, tu peux nous préciser juste un tout petit peu de quoi tu parles? Oui. Chaque personne que l'on croise nous donne énormément d'informations la concernant. Il est des informations visibles et des informations non visibles. Il y a de l'ordre de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je ressens, mais aussi de ce qui est intuitivement présent lorsque je suis en contact avec un autre être humain. Et j'ai tellement affiné ce point de vue que maintenant, lorsque je croise une personne, tout ce qui est non physique, non visible, me saute aux yeux. Au-delà de la forme, on pourrait dire? En fait, j'ai compris que la forme visible était créée par l'espace entre les formes. Si tu veux, il y a autant d'informations dans les molécules que dans l'espace entre les molécules. Pour moi, je vais puiser l'information dans la vacuité, c'est-à-dire dans le vide qu'il y a entre les particules et dans les particules. Ce qu'on retrouve dans le cosmos. Oui. Donc la forme de la personne me donne une information et la non-forme qui a créé cette forme est encore une source d'information. Donc une structure énergétique, c'est l'enchevêtrement énergétique qui préside à une expérience physique. Voilà, pour moi, c'est quelque chose que je lis couramment. Alors voilà, ça peut paraître un peu mystérieux, mais c'est vrai que dans mon langage, je parle de structure énergétique comme d'autres parlent de leur nouveau t-shirt, mais pour moi, c'est aussi concret que ça. Oui. Et pourtant, tu es quand même pas mal à rebours justement du New Age, qui prend sa source, on le sait maintenant, il y a longtemps. À la fois, tu parles beaucoup de spiritualité et à la fois tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité plus ésotérique, New Ageienne, je sais pas comment on dit, t'agace, on le sent. Ouais, enfin, t'agace. Je sais pas si le mot est juste. En tout cas, te semble peut-être pas juste, justement. Ouais, moi, je pense qu'on peut dire que ça m'agace parce que je vois bien que je suis en réaction. Je ne suis pas sage et posé dans mon silence intérieur quand je commence de parler de ce genre de sujet. Et en fait, ce qui m'agace, ce qui résonne en moi, c'est que ça fait monter une indignation profonde chez moi, parce que je suis indigné lorsque je vois des gens venir me voir en stage et avoir le sentiment qu'ils sont mauvais, parce qu'en fait, ils cherchent tellement à être bons qu'ils ne finissent plus que par être mauvais. Ils sont mauvais ou très mal, on pourrait dire. C'est pour certains. J'ai vu des gens perchés autour de moi de vraiment finir à l'hôpital psychiatrique, par exemple. Oui, pour moi, en fait, une personne qui est très mal est une personne qui, au fond, se pense très mauvaise. Et en fait, je ne confonds pas les conséquences et les causes. Et je vois, en fait, le massacre de la pression judéo-chrétienne, qui a eu quelque chose de vraiment splendide, c'est-à-dire la création et la naissance de l'individu. On a enfin commencé d'être des gens, et non plus simplement des pays, des nations, des forces à lancer comme de la chair à canon contre d'autres forces. Il y a eu la naissance de l'individu avec la notion du Dieu unique. Mais là, 2000 ans plus tard, c'est vraiment parvenu à son terme, et j'ai le sentiment que le New Age, la spiritualité ésotérique, a calqué le fond qui lui était judéo-chrétien, c'est-à-dire il y a des ennemis à l'intérieur de vous, vous devez vous en méfier et vous devez les éradiquer. Et si vous réussissez ça, vous toucherez le nirvana, l'éveil, etc., etc., avec toujours ce système de punition, récompense, karma. Enfin, pour moi, c'est du copier-coller du judéo-chrétien, avec le sentiment chez les gens qui le pratiquent, qu'ils ont un juge au-dessus de la tête, qu'il faut qu'ils surveillent leurs pensées, que leur ego est leur ennemi, que le mental est leur ennemi, un peu comme, d'une manière judéo-chrétienne, il y avait les désirs, la sexualité, l'animal en moi à éradiquer. On revient sur la culpabilité, quoi. Exactement, je suis... quelque part dressé contre ça parce que ça m'indigne de voir des gens venir se penser être sales ou mauvais. Et pourtant, toi, tu es allé très haut au niveau de la spiritualité, tu as été très perché, tu le dis. Oui.
sans phare, et tu utilises pourtant beaucoup la spiritualité. Enfin, tu l'utilises pas, tu es en même temps. Tu vis la spiritualité. Donc, comment peut-on, sans être perché, sans être New Age, sans être judéo-chrétien, vivre sa spiritualité, la ressentir? L'idée, en fait, c'est d'aller avec honnêteté se demander quelles sont les intentions sous-jacentes. Les problèmes ne sont jamais les sujets qu'on aborde, mais pourquoi on les aborde. On peut parfaitement parler de spiritualité dans un élan d'amour de soi, de respect de qui nous sommes, et dans l'idée d'accepter d'être une bonne et une mauvaise personne simultanément. Dès que la spiritualité m'engage à devenir une personne que je ne suis pas, avec des il faut et des on doit, pour moi, je dois et il faut sont des pièges dans lesquels j'ai plus envie de tomber. La loi doit revenir à l'intérieur. Je pense que c'est ça le sens profond de la spiritualité, c'est-à-dire redevenir maître de soi. Au fond, c'est aussi redevenir la loi pour soi. Je ne veux plus fonctionner avec une morale extérieure, née d'une charte de bon comportement, qu'elle soit biblique ou née du dernier best-seller New Age, mais fonctionner avec la loi intérieure, c'est-à-dire je me comporte comme la personne que j'ai envie d'être. Et je n'ai pas besoin d'un code civil ou d'un code pénal pour me comporter. Et en même temps, tout abandonner à plus grand que soi? Tout abandonner à soi, parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'un humain sur une planète. Comme je pense qu'il n'y a rien de plus grand qu'une mouche dans le monde des mouches. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'abandonner à quelque chose que je considérerais plus grand, parce que ce serait une fois de plus croire et déposer ma foi là où j'ai envie de vivre ma vie sans avoir besoin de foi. J'ai pas besoin de croire, j'ai pas besoin d'être rassuré sur l'avenir, j'ai pas besoin d'être soutenu par l'invisible, je n'ai pas envie d'avoir peur de la vie. Oui. Pourquoi est-ce si difficile d'accueillir ce qui est pour nous, humains? C'est difficile parce que nous fonctionnons depuis très longtemps dans un fonctionnement binaire où les choses sont soit une chose, soit l'autre. Et c'est difficile simplement d'accepter ce qui est parce que on a du mal à comprendre que quelque chose peut être parfaitement inacceptable. Parlons d'abus, parlons de violence, parlons de viol. Ça peut être parfaitement inacceptable et tout à fait parfait du point de vue de la vie, du principe, de Dieu ou même simplement de l'énergie. C'est-à-dire que on peut avoir dans un échange particulier avec un humain une magnifique résolution entre un bourreau et une victime qui, d'un certain point de vue, est un élan d'amour incroyable. Et simultanément, c'est totalement inacceptable sur le plan de l'humain. C'est-à-dire que sur le plan de l'âme et de l'être, il y a quelque chose une forme de perfection qui est très compliquée à comprendre pour nous, à voir. En fait, du point de vue de l'âme qui ne connaît pas la mort, c'est bien très difficile de qualifier les choses en bien ou en mal. Elles sont. Depuis le point de vue de l'humain, les choses ne sont plus juste simplement elles sont. Elles deviennent douloureuses. Et on fait une confusion entre c'est désagréable, c'est douloureux et c'est bien. C'est pas parce que une expérience est extrêmement désagréable qu'elle ne devrait pas arriver. On peut parfaitement vivre quelque chose de tout à fait désagréable et se rendre compte quelques mois ou quelques années plus tard que cet événement dur, difficile, même parfois le plus difficile, est le plus fondateur. Ça n'est pas. Il y a une espèce de confusion entre tout va bien dans ma vie et je suis une bonne personne. Ça n'est pas du tout lié. Il y a des gens qui font des pieds et des mains pour être une bonne personne et qui vivent des choses extrêmement désagréables. Accepter ce qui est, ça ne veut pas dire que ça va être agréable. Il y a presque quelque chose de sous-jacent que j'entends, mais c'est de ma perception forcément toujours, qui est le sens. Et est-ce que ça a du sens dans d'autres dimensions, dans un multivers par exemple, dans d'autres espaces, d'un point de vue absolu? C'est exactement ce que je ressens. Pour moi, en fait, tout a un sens
parfait, absolument, comme quand on décide d'observer la reproduction de la marguerite. Si on décide d'observer comment une marguerite se reproduit, on s'aperçoit très vite de l'incroyable perfection qui préside à la vie sur Terre. Et je crois en cette perfection. Mais je crois que l'humain n'est pas assez intelligent, ouvert, et que c'est pas avec conscient, on pourrait dire conscient, pour observer l'entièreté du tableau. Et comme nous avons, comme qui dirait, le nez sur le guidon et qu'on est simplement le nez trop près de la feuille, on ne peut pas voir la perfection de l'ensemble. Alors ce qu'on observe est extrêmement douloureux. Mais c'est pas parce que c'est douloureux que ça ne devrait pas être. C'est ça que je veux dire. Oui. Alors justement, cette unité dans l'acceptation de la dualité, comment est-ce qu'on la vit concrètement au quotidien ? Je crois que tu as été un peu vite pour nos auditeurs, dans la mesure où on est en train de partir sur un sujet en ayant peut-être omis de parler de la base de ça. C'est que faire l'expérience de l'unité n'est pas du tout l'idée de faire l'expérience de la moitié de la dualité. Et ça peut paraître basique ce que je suis en train de dire là, mais si chacun veut bien s'observer en son âme et conscience, il s'apercevrait que très fréquemment, le chemin vers l'unité consiste pour nous à enlever le yang du yin et du yang pour n'être plus que le yin et ainsi se sentir un. C'est comme ou enlever l'ego, on pourrait dire ça aussi. On pourrait dire enlever l'ego ou enlever ce qu'on considère comme étant mal en soi. Oui. Disons qu'on croit qu'on est deux, la dualité, et que si on retranche la moitié de la dualité et qu'on ne se met à être plus que la moitié positive de la dualité plus et moins, d'un seul coup on sera dans l'unité. Je vois beaucoup de gens persuadés que dans l'unité il y a de l'amour. Mais non, dans l'unité, il y a l'amour et la haine simultanés, c'est-à-dire au même instant. Lorsque tu disais tout à l'heure que Neale Donald Walsch nous rappelle que Dieu ne peut pas s'expérimenter, ce qu'il est en train de dire au fond, c'est que Dieu ne peut pas expérimenter l'amour. Parce que au niveau de Dieu, ou au niveau du tout, l'amour et la haine sont une seule et même expérience. On a besoin de descendre dans l'endroit où on peut haïr pour pouvoir aimer. C'est dans la dualité qu'il y a de l'amour. Parce que c'est dans l'espace où il y a la possibilité de haïr qu'il y a la possibilité d'aimer. Chercher à séparer la dualité en deux pour enlever la haine, pour qu'il n'y reste plus que l'amour, c'est faire une espèce de fausse unité avec du carton-pâte. Ça tient pas du tout la route. Ça n'a rien à voir avec l'unité. L'unité contient l'amour et la haine. Ce que le taoïsme a bien montré quand même avec le yin et le yang, par exemple. Absolument. Oui. Mais quand on veut faire du taoïsme avec une base judéo-chrétienne, on finit par vouloir simplement éradiquer le yang, qui représentera le mal, l'ombre ou le diable. Et on va le faire de manière inconsciente. C'est ce qu'on passe notre temps à faire en réalité. Je pense que c'est exactement. Enfin, je vais même dire c'est ce que je passe, parce que je ne parle que de mon point de vue. L'idée, en fait, c'est de pouvoir aller regarder avec honnêteté d'où partent nos intentions. Est-ce qu'on est en train de vouloir s'améliorer ? Est-ce qu'on est en train de vouloir devenir une meilleure personne ? Est-ce qu'on est en train de vouloir travailler sur soi, disant ainsi que ce que l'on est maintenant ne convient pas ? Ou est-ce qu'on est en train de simplement exprimer qui nous sommes ? Je pense qu'il y a deux manières d'entrer en relation dans la vie et que l'intention sous-jacente compte énormément. Soit mon intention est de devenir une meilleure personne et ça sous-entend que celle que je suis maintenant ne convient pas. Ou alors, je suis dans une intention qui est simplement exprimer qui je suis, mettre au monde ce que je suis déjà. C'est-à-dire une sorte de coming out qui dit « J'agis pour révéler au monde quel est mon nom, qui suis-je, ici et maintenant ». Et en même temps, est-ce qu'il y a une forme de déterminisme ? Est-ce que nous sommes un qui suis-je déjà défini ? Oui et non. Nous sommes... Et ça renvoie à cette idée de mission de vie qui est très à la mode justement. Oui, alors la mission de vie est très peu à la mode chez moi, mais non, mais je parle pas de toi. Hein. Ouais, non, j'ai compris. Elle est très peu à la mode chez moi parce que ce qui se cache derrière la mission de vie, c'est le désir d'exceptionnalité de chacun. J'ai rarement vu quelqu'un venir et me dire ma mission de vie, c'est d'aller vider les poubelles du quartier.
où ma mission de vie, c'est de déranger ma belle-mère jusqu'à ce qu'elle craque. Hein. J'ai jamais eu ça. Les missions de vie que j'entends ne sont que lumière, joie, amour, ouvrir les consciences, répandre la nouvelle terre et faire le bien. Et j'ai remarqué que puisqu'on est simplement des humains et que les humains aiment surmonter des défis, que l'énergie sous-jacente à la mission de vie était la plupart du temps: dis-moi à quel point je suis exceptionnel puisque je me trouve trop nul dans mon humanité. Pour moi, notre mission de vie, c'est être nous. Et je crois qu'il n'y a aucune possibilité d'être autre chose que soi dans la vie. Donc je pense que la mission de vie, elle est remplie de naissance et on ne fait que la remplir à chacun de nos souffles. Chacune de tes respirations est l'expression même de ta mission de vie. Et tu voudrais être en dehors des clous, tu ne pourrais pas. Tu voudrais rater l'objectif, tu ne pourrais pas. Car lorsque tu rates, lorsque tu échoues, lorsque tu as l'impression de te tromper, tu es encore exactement dans la parfaite tonalité qui est être toi. Et pourtant, ce soi, ce moi, est composé de multivers à nouveau, et donc à la fois de mes blessures là, dans l'ici et maintenant, à la fois de mes dimensions karmiques et de mes multidimensions, de mes multidimensionnalités dans le temps et dans l'espace. Oui. C'est exactement ça le but de ton incarnation. C'est-à-dire que le but d'une incarnation, c'est pas d'être bien. Le but d'une incarnation n'est pas d'être en pleine santé. Le but d'une incarnation n'est pas de ne pas avoir de blessures ou de ne pas avoir de trauma. Le but d'une incarnation, c'est pouvoir expérimenter. Ressentir. En fait, ressentir est le moyen de l'expérience. C'est-à-dire que les corps sont simplement des machines sensorielles qui vont traduire de l'énergie en information. Et cette information en émotion, cette émotion en sentiment. Donc en fait, on est des fabricants de sentiments. Maintenant, à nous de cesser de vouloir qualifier ces sentiments en acceptables ou inacceptables. Restons peut-être simplement sur agréable ou désagréable. Quels sont les problèmes les plus fréquents, les systèmes de blocage ou d'énergie stagnante que tu observes en fait dans tes stages, et à quoi ils sont liés? Je pense à cet exemple que tu donnes dans ton livre, les compulsions alimentaires, la sexualité, le lien à l'argent. Les sujets qui sortent le plus en stage sont les sujets sur lesquels je suis moi-même en train de buter. C'est-à-dire que je ne peux observer que moi. Je ne peux pas avoir de point de vue objectif ni sur la vie ni sur les gens. Je suis un filtre à réalité et je ne fais qu'observer ma propre réalité. Je suis un homme blanc de 45 ans occidental. Et j'observe des gens qui ont des problèmes de blancs occidentaux. En gros, on a des frigos pleins et des toits au-dessus de nos têtes, mais nous avons des crises de survie, nous avons peur de demain et nous avons besoin de consolider notre sécurité. Donc j'attire des gens qui ont des problèmes de survie et de sécurité. Nous sommes le fruit de plusieurs milliers d'années de domestication, avec une interdiction formelle pour nous de contacter tout ce qui est animal à l'intérieur de nous. D'abord, en fait, même j'ai envie de dire contrairement végétal. À l'Afrique, par exemple, où l'animalité... Contrairement à l'Afrique ou l'Asie ou d'autres régions du monde où ils ont leurs problèmes et trouvent des stratégies pour combler leurs problèmes. Nous, on va avoir des problèmes de survie, premier centre d'énergie, des problèmes de sexualité, émotion, appétit, création, deuxième centre d'énergie, là c'est le monde végétal. Là aussi, c'est là qu'on coince. Et puis le troisième centre d'énergie, qui est le centre de l'animal ou du pouvoir, le plexus solaire. Et là également, en fait, on va avoir énormément d'enjeux. Ce sont ce genre de problèmes que je règle dans mes stages. J'ai compris que les Occidentaux étaient parfaitement ouverts du haut. Et là, c'est le bénéfice de ces 2000 ans de judéo-chrétiens. C'est là, en fait, que notre façon d'aborder la religion, notre relation avec le divin, avec les anges, Dieu, leurs saints, etc., nous a parfaitement enseigné à ouvrir nos centres d'énergie du haut. Il n'y a pas de problème aujourd'hui pour exprimer l'amour, pour les perceptions extrasensorielles, et c'est en binant tes plates-bandes et en repiquant des fleurs que tu vas toucher des informations angéliques, archangéliques ou de l'ordre de la grâce. Alors c'est étonnant parce qu'on va chercher ça en Inde,
Oui, on passe notre temps dans des ashrams. Enfin, je dis on parce que pour le coup, moi, j'ai pas passé du temps dans des ashrams. Les gens passent du temps dans des ashrams. Non, c'est vrai qu'effectivement, il y a quelque chose qui marche pas pour moi dans ce système-là. Les mouvements spirituels d'Orient et d'Extrême-Orient sont des mouvements qui sont faits sur mesure pour leurs problèmes. Et eux, en fait, ont d'énormes problèmes pour contacter le divin. Et pour les perceptions extrasensorielles. Donc, ils ont développé des stratégies incroyables de méditation, de centrage, de silence intérieur, de tantrisme, de yoga, etc., qui leur permettent de développer la connexion avec ces centres d'énergie et leur relation avec le haut. Chose que nous, on touche en faisant du vélo ou en épluchant des carottes. Par contre, eux, ils ont parfaitement réglé les centres du bas. C'est-à-dire que en Inde, on peut faire ses besoins dans la rue, ça choque personne. Papa et maman dans d'autres contrées peuvent faire l'amour dans la même pièce que les enfants et ça n'est pas tabou à ce point. Et le problème de l'animal et du pouvoir est réglé par des systèmes de caste. Tout ceci n'est plus un problème pour eux, c'est intégré. On danse, on chante, ça va avec. Hein, on danse, on chante, on célèbre la mort. Ouais. Quelque chose est parfaitement vécu à ce niveau-là. Ici, en Occident, si quelqu'un fait caca dans la rue, on va l'enfermer immédiatement. Ouais, c'est clair. Donc nous, on a des problèmes du bas. Et donc ici, on règle des problèmes du bas. Alors tout à l'heure, tu parlais de l'autre qui est un vecteur pour accéder à moi. J'aimerais bien qu'on revienne sur cet effet miroir pour m'observer. On cherche toujours à l'extérieur de nous-mêmes, alors qu'en fait, on cherche à travers l'autre. Et tu dis dans tes stages, notre vie est aussi notre plus parfait miroir. En fait, là où tu es, c'est ce que tu es. Accepter de reconnaître que ce que je vois, finalement, c'est moi, même si c'est petit, même si c'est... voilà. C'est ça. Alors, je vais peut-être pas pouvoir développer complètement dans notre interview, mais disons qu'aujourd'hui, je comprends la vie de cette manière-là. J'ai simplement le sentiment que ce que je connais de moi est à l'intérieur, et ce que je suis, mais que je ne sais pas encore que je suis, est à l'extérieur. C'est-à-dire que je crois que ce que je perçois des autres, et je ne confonds pas ce que je perçois d'eux et ce qu'ils sont. Les gens sont trop complexes pour qu'on puisse en faire le tour en une vie. Mais ce que je comprends des autres est une projection de moi, c'est-à-dire d'une projection d'un moi que je ne sais pas encore que je suis. Lorsque je vois un autre, en fait, je vois une facette de moi qui est moi, mais que je n'ai pas encore accepté de reconnaître comme étant moi. Lorsque j'aurai reconnu... Toujours. Pour moi, cette règle s'applique de manière universelle parce que ce qui m'a amené dans cette vision du monde, c'est que j'ai compris que tout ce qui venait vers moi était moi, pour une simple raison de gravitation terrestre. Pour moi, la gravitation est la loi qui s'applique de manière universelle ici. Et donc, ce qui est à l'extérieur de moi, c'est ce qui est moi, mais que je ne sais pas encore que je suis. C'est, si tu veux, moi en déni. Ce que je suis, c'est ce que je suis et que je sais déjà que je suis. Donc le connu est à l'intérieur et l'inconnu est à l'extérieur. Si je veux savoir qui je suis dans mon inconscient, dans mon non-conscient, je n'ai qu'à regarder les gens que je croise et la vie que j'ai. Pour moi, la vie que j'ai, c'est la projection de mon énergie à l'extérieur. Les gens que je croise, c'est la projection de mon énergie à l'extérieur. Quand c'est au dehors, c'est que je ne sais pas encore que c'est ce que je suis. Quand j'ai reconnu que c'était moi, quand j'ai digéré et intégré que c'était simplement des versions de moi, et qu'elles sont à nouveau à l'intérieur, je n'ai plus besoin de les croiser à l'extérieur, et j'aperçois d'autres facettes de la réalité. Ça renvoie à une grande responsabilité de l'humain. Pour moi, oui, c'est essentiel. Évidemment, il est hors de question dans mon monde d'imaginer que les choses me tombent dessus par hasard. Le monde et la planète physique qu'on observe est tellement complexe, incroyablement agencée. Il y a une telle intelligence en dessous de la simple d'une chrysalide simple que il devient impossible pour moi de dire que le monde est parfait pour tout le vivant, sauf pour les humains. Je crois que quand on pense que les humains sont en dehors de la nature, on est absolument dans la présomption et dans l'arrogance des humains. Nous sommes, nous aussi, assujettis à cette incroyable intelligence qui nous dépasse. Je crois donc que ce qui arrive dans ma vie ne me tombe pas dessus, mais bel et bien le résultat d'un mécanisme. Et effectivement, je me sens responsable de tout ce qui m'arrive. Cela dit,
ça ne signifie pas que c'est agréable. Je n'oublie pas en fait que je ne souhaite pas uniquement avec mon conscient, je souhaite avec tout ce que je suis. C'est-à-dire que c'est ce que je dégage. C'est ce que tu appelles la vibration intégrale ? Oui. C'est-à-dire que je vibre quelque chose qui est le résultat de mon conscient, de mon inconscient, de mon subconscient, de mes mémoires, de mes traumas, de mes croyances, et je suis le résultat d'un imbroglio énergétique que je ne maîtriserai jamais. Oui, parce que ça fait beaucoup d'étages tout ça. Hein. De toute façon, oui. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser, si tu veux. Cela dit, j'ai maintenant le moyen de connaître mon invisible. J'ai maintenant le moyen de connaître ce qui est non conscient chez moi. J'ai maintenant le moyen de connaître mes croyances, mes traumas, mon hérédité, etc., etc. Il suffit en fait que je regarde ma vie et je comprends en fait que ma vie est simplement la mise en forme de l'énergie que je porte. Donc ça devient maintenant une énorme source d'information. Je conçois la vie aujourd'hui comme étant Franck venant à la rencontre de Franck. C'est-à-dire que je vis ma vie non plus comme la vie comme étant une ennemie ou quelque chose à vaincre ou même quelque chose à dépasser ou encore moins quelque chose à maîtriser, mais une espèce de danse entre moi et moi, une danse entre mon conscient et mon non-conscient, une espèce d'éternelle rencontre de Dieu avec lui-même, ramené sur un plan humain d'un homme avec lui-même. Et ça, tu dis que ça passe beaucoup aussi par la rencontre avec le corps et le ressenti ? Disons que je voudrais qu'on comprenne que le corps n'est pas un ennemi, le corps n'est pas quelque chose à dépasser, et que lorsque on veut faire l'expérience du un, l'expérience de se sentir uni, on ne pourra pas faire l'expérience de l'unité en rejetant quoi que ce soit. Unité, ça veut dire tout. Comment pourrais-je rejoindre l'unité en abandonnant mon ego, en abandonnant mon mental et en abandonnant mon corps? Je ne pourrais faire l'expérience de l'unité qu'en acceptant le corps, l'ego, le mental, l'ombre, la lumière, tout. Alors à propos d'ego, tu dis il ne faut pas confondre l'ego et les crises d'ego. Est-ce qu'on peut parler aussi de traversée de nuit noire de l'âme? Est-ce qu'elles seraient aussi ces fameuses crises d'ego? Dans la pensée mystique, on parle beaucoup de traversée de nuit noire de l'âme. Oui, en fait, c'est une mort de nos multi-identités. C'est comme si la nuit noire de l'âme dépasse la notion simplement de perdre son ego ou de perdre son identité. C'est comme si on perdait notre ego à différents niveaux. En fait, la nuit noire de l'âme, c'est lorsque l'être lui-même est en train d'accepter de mourir à lui-même. Tu veux dire qu'il y a une volonté consciente de désidentification? Oui, en fait, mourir c'est naître, et la nuit noire de l'âme en fait correspond vraiment à cette énergie-là. C'est quand on arrête de confondre l'opposition entre la vie et la mort. La vie et la mort ne sont pas antinomiques, c'est la naissance et la mort qui sont les contraires l'un de l'autre. Et la nuit noire. Ça fait des frissons en t'entendant dire ça. La nuit noire de l'âme, en fait, c'est la naissance à un monde qui dépasse tout ce qui est connu. Cela dit, pour la simple question de la confusion entre l'ego et la crise d'ego, l'ego est confondu avec l'orgueil. Alors que la fonction de l'ego, c'est de garantir l'expérience de l'individu. L'ego, c'est ce qui fait que je suis moi et que je suis conscient d'être moi. C'est une sorte de boussole intérieure ? Non. GPS ? À la limite, si tu veux, Anne, c'est encore plus que ça. L'ego, c'est la peau. C'est-à-dire que l'ego, c'est ce qui te fait dire jusque à ma peau, c'est moi, et après, ça n'est plus moi. L'ego, en fait, est nécessaire pour qu'on ne se mette pas à confondre qui nous sommes avec le tigre, le feu, la falaise, et qu'on devienne d'un seul coup garant de notre survie. Parce que sinon, sans ego, nous avons conscience d'être le tout, donc je suis le feu, je suis la falaise, et je n'arrête pas donc de mettre fin à l'expérience puisque je me confonds avec le feu. On pourrait dire que l'ego est le véhicule alors, comme je l'entends ? L'ego est effectivement le véhicule, mais il est surtout l'ego, c'est au fond l'inscription la plus profonde qui te dit tu n'es pas Dieu.
C'est-à-dire que l'ego, il naît au moment du premier souffle, lorsque l'amnésie se pose sur moi. Au moment de cette amnésie, lorsque j'oublie que je suis Dieu, d'un seul coup, je me sens séparé. Cette croyance que je suis séparé commence de faire germer en soi cette notion qui deviendra valable chez un enfant réellement que autour de ses 9 mois, 1 an, il y a moi et le monde. Et c'est que à partir de ce moment-là que l'expérience vraiment devient intéressante, parce que c'est au moment où je commence à penser que je suis mortel, que donc je vais mourir, que la survie est enfin en place, donc l'ego enfin en place, que l'expérience vraiment peut commencer. Parce que vivre la vie nécessite d'avoir peur de la mort. C'est la croyance que l'expérience va s'arrêter qui rend tout intense. Si notre vie et si nos sensations sont aussi intenses, c'est parce qu'elles sont temporelles. Si tu avais une vie qui durait 4 millions d'années, tout perdrait intensité, tout perdrait goût. Plus rien n'aurait la même valeur. Un coucher de soleil n'éveillerait rien chez toi parce que tu saurais qu'il y en aurait des millions d'autres à voir. Et c'est l'intervention de la mort dans nos vies qui rend la vie intense. Qui donne cette saveur. Absolument. Qu'est-ce qui choisit en nous? C'est notre tonalité vibratoire, justement, dont tu parlais tout à l'heure. C'est notre... qu'est-ce qui, à un moment donné, choisit? Effectivement. Nous sommes dans un champ quantique. Chacune des voix qui se profilent devant soi, et il y en a des milliers, ont chacune une tonalité vibratoire qui leur est propre. Imagine en fait que je suis face à plusieurs possibilités qui sont face à moi. Je peux être ici devant toi tel que je suis, ou je peux être dans une ligne temporelle juste à côté, où je suis la même personne mais avec mal à la tête. Et puis une ligne à côté où je suis la même personne mais dans qu'est-ce que j'ai un pull rouge plutôt qu'un pull bleu. Puis encore une ligne à côté où je n'ai que 2 enfants et pas 3. Et puis encore une ligne à côté et ainsi de suite. Il y a toutes ces lignes-là et chacune de ces lignes a une tonalité qui lui est propre. On pourrait dire qu'une ligne s'appelle A, B, C, D, etc. Moi, je vibre aussi une tonalité. C'est-à-dire que le résultat de tout ce que je suis a une tonalité vibratoire qu'on pourrait mesurer. Cette tonalité, elle va sélectionner inconsciemment une des voix. Imaginons que je vibre A, c'est la voix A qui va m'apparaître comme étant la vie. Quand je t'entends, c'est comme si ça faisait... il y a quelque chose qui sait, ça sait en fait. C'est bizarre de dire ça. Oui. Cela sait. Oui, c'est tout à fait ce qui se produit. Cela dit, pour pas perdre nos auditeurs, je voudrais juste pousser un petit peu. Oui, vas-y, pardon. Lorsque, en fait, ma vibration intégrale vibre B, c'est la route B qui m'apparaît comme étant la réalité et qui devient ma vie. Si je vibre C, c'est la vibration C qui est sélectionnée, donc la voix C, et c'est elle qui m'apparaît comme étant la réalité que je vais vivre. Donc en fait, je peux constamment changer d'état vibratoire, et changeant d'état vibratoire, je change de réalité. Je pense que nous faisons ça constamment, et que depuis le début de notre conversation, on a déjà en fait changé plusieurs fois de ligne temporelle. Mais nous n'avons que l'aperçu du dessus, c'est-à-dire nous ne nous voyons pas sauter entre les lignes et on n'a que la perception d'être sur une ligne qui nous paraît cohérente et qu'on appelle la succession naturelle de la vie. On ne pouvait pas en emprunter d'autres en réalité, elle est parfaitement juste quelque part. Exactement. Effectivement, comme on ne peut pas maîtriser sa totalité vibratoire, on ne peut pas maîtriser le choix des routes. Par contre, on a un énorme choix qui se pose et c'est pour ça que j'insiste un petit peu dans cette direction-là. C'est qu'on a 2 postures. Soit, en fait, la vie se présente et moi, je vais résister à ce qui se présente en disant « Non, ça devrait pas arriver, tu te rends compte, ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a dit, etc. » Et là, je vais me mettre à contre-courant de la vie que j'ai. Et ça va changer mon état vibratoire et sélectionner des routes qui correspondent à mon état vibratoire. Mais il y a aussi la possibilité de dire, ok, ce qui arrive est désagréable, mais j'en suis la source, que je le sache ou non, que j'en ai la preuve ou non, je le sais. J'en suis la source. Et je le prends comme ça vient. C'est la même expérience, mais je l'accepte. En l'acceptant, je vais ajouter cette tonalité de je prends la vie telle qu'elle vient et je me mets dans le courant. Ouais, ça donne deux niveaux en fait là. Ce que et tu ça dis. donne vraiment 2 expériences de vie qui ont rien à voir. Si je me mets à contre-courant, j'ai une certaine vie et si je me mets dans le courant, j'en ai une autre.
Et l'idée pour moi, en fait, c'est d'accepter de me mettre dans le courant, même lorsque la vie n'est pas agréable. Je me contrefiche d'une vie agréable. Je veux simplement être en vie. Ce que font très bien les animaux. Si on regarde le règne animal ou végétal... Ce que font très bien les animaux et les humains. Parce que tu remarqueras, en fait, que de trépigner, de me rouler par terre parce qu'une facture est arrivée dans ma boîte aux lettres, ou de me rouler dans la boue toute ma vie parce que j'ai vécu un abus quand j'avais 8 ans, ne change pas la nature de l'abus, ni le montant de la facture. Et en plus, toi, tu dis qu'il vient... alors, le mot réparer n'est pas précis, mais en tout cas, il vient... subtilement arranger quelque chose quelque part. Effectivement. Disons-le comme ça. Effectivement. Reformule-le pour que ce soit juste. Disons que ce que j'ai compris, c'est que la vie que j'ai, elle a plusieurs informations pour moi. C'est-à-dire que dans une scène de la vie quotidienne, il y a plusieurs trésors à trouver. Pour moi, le premier trésor à trouver dans une scène de théâtre que la vie me présente, je parle d'aller acheter son pain, de partir au travail, de rentrer le soir à la maison, etc. Dans chacune de ces scènes, j'ai vraiment 3 trésors. Le premier trésor, en fait, c'est de comprendre que les personnes avec qui je suis en interaction me parlent de moi. Ce que je comprends d'eux m'appartient également. Donc, il y a cette source d'information, c'est-à-dire la possibilité de me connaître à travers la scène. La deuxième chose, en fait, qui peut être intéressante pour moi là-dedans, c'est de comprendre que la scène a toujours une émotion pour moi. C'est-à-dire que quelles que soient les scènes que je suis en train de vivre dans la vie, la scène que je suis en train de vivre déclenche chez moi une qualité émotionnelle, une émotion qui veut passer à travers moi. Et cette émotion-là me veut du bien, c'est-à-dire qu'elle est en train de réparer quelque chose qui n'a pas été réparé à un autre moment pour X ou Y raison. Et la troisième chose que présente chaque scène de théâtre que je rencontre dans la vie et qui est extrêmement importante à mes yeux, c'est que cette scène m'offre une occasion de plus de pouvoir exprimer la personne que j'ai envie d'être dans cette situation. Chaque scène de théâtre me dit « Franck, qui veux-tu être dans cette situation ?» Et je ne cherche pas à être une bonne personne, c'est-à-dire que je ne vais pas, dans chaque situation, être une personne pleine d'amour, ou ouverte, ou gentille, ou douce, mais je vais réellement me demander quel homme j'ai envie d'être dans cette situation. Et parfois, il va falloir que je sache dire non, je ne veux pas maintenant, va-t'en, laisse tomber, oublie-moi. Et c'est aussi la personne que j'ai envie d'être dans d'autres instants. Donc, je ramène la loi à l'intérieur. C'est moi, ma propre loi. D'ailleurs, tu commences tes stages en disant je ne suis ni dans la bienveillance ni dans la malveillance, je suis en fait Franck. Oui. Ça renvoie vraiment à ça. Je pense en fait que les efforts de bienveillance sont des efforts de se cacher la malveillance. J'ai remarqué aussi que toute démonstration cachait l'inverse. Une démonstration de générosité cache la radinerie, une démonstration d'ouverture cache en général des certitudes un peu trop ancrées, et ainsi de suite. Donc une démonstration de bienveillance pour moi est louche. Je n'ai pas besoin de faire preuve de respect puisque je respecte. Pour toi, l'homme debout, donc, c'est le titre de ton livre, c'est celui qui est capable d'accepter d'être le créateur de son expérience puisqu'il ne crée pas la matière mais le ressenti qu'il y a face à la matière. C'est un mensonge que j'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai un autre point de vue, c'est-à-dire que je pense que la véritable nature d'un humain dépasse encore ce que j'ai écrit là, à cet endroit-là. Tu l'as écrit il y a combien de temps, ce livre ? Je l'ai écrit il y a 3 ans, je crois. D'accord. Mais en fait, ce n'est pas que ce que je dis dans ce livre, je n'y crois plus, c'est que j'ai simplement édulcoré mon propos pour faire une étape qui ne soit pas un saut quantique pour les lecteurs. Donc c'est simplement un morceau de vérité qui pourrait aller plus loin. Je pense qu'on crée plus que ce qu'on a imaginé et que notre véritable nature se place encore ailleurs. Oui, au-delà. Ouais, je crois qu'au fond du fond, nous sommes ce qui s'appelle dans l'univers les insuffleurs de forme. Et c'est notre nature la plus profonde. Et elle est tellement loin que d'en parler éloignerait peut-être les gens du but de cette interview. J'ai pas envie en fait d'envoyer encore les gens dans les étoiles, mais simplement
de les aider à plus avoir peur de demain, en acceptant d'avoir peur de demain. Même si tu prenais la métaphore du vent pour expliquer ça, par exemple, est-ce que ça renvoie à quelque chose de cet ordre-là? Oui, effectivement. Mais je vois pas du tout de quoi tu parles par cette métaphore du vent. J'adore. Moi non plus, tiens, c'est bizarrement, maintenant je vois plus du tout. Tu vois. Ça m'est sorti de la tête. D'ailleurs, je sais plus où j'en étais de cette interview, on a pris toutes les choses à l'envers, mais avec toi, ça m'étonne pas. En fait, c'est à peu près, c'est un peu normal. C'est-à-dire que on peut pas ouvrir ces quelques sujets sans que chaque question posée, il y ait effectivement une centaine de questions en dessous. Ouais, ça ouvre des portes, des portes. On ouvre des portes, on survole, et normalement, si cette interview est bien faite, ce sera un beau mélange d'incohérences, c'est-à-dire de tout et de son contraire. Et je dois avouer que j'aime à peu près ça, parce que je pense que d'accepter que les choses soient une chose et l'autre me paraît être une clé pour l'humanité de 2019. Je crois qu'on est globalement en train de passer de l'ère du ou à l'ère du et. Avant, le temps était linéaire ou simultané, et là on commence d'accepter l'idée que le temps soit linéaire et simultané. Avant, j'avais tort ou raison. Maintenant, j'ai tort et raison. Avant, j'étais une bonne ou une mauvaise personne. Maintenant, je suis une bonne et une mauvaise personne. Et je crois que c'est une clé que de regarder la vie aujourd'hui à travers ce nouveau prisme. Comprendre que la personne qui s'exprime en face de moi et qui a un point de vue radicalement différent du mien ne dit pas soit la vérité, soit un mensonge. Je pense qu'elle est sincère, je me sais sincère, et je pense que nos points de vue peuvent coexister dans un nouvel espace qui simplement demande d'être un peu plus grand qu'avant. Oui, tu donnes souvent cet exemple très simple de celui qui regarde un 6 d'un côté et un 9 de l'autre et chacun a raison. Oui, c'est ça. Je vois que les gens sont sincères. Je suis en fait très étonné, tu sais, Anne, de m'être rendu compte de ça. Je pensais que les gens étaient de mauvaise foi, que les gens ne voulaient pas vraiment voir, que les gens faisaient semblant de pas comprendre. J'ai vu des milliers, mais vraiment des milliers de personnes, et c'est extrêmement rare de voir quelqu'un qui ment délibérément. Les gens sont sincères, c'est vraiment leur point de vue, c'est vraiment ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment ce qu'ils ont compris de la scène, et c'est pas parce que j'ai compris vraiment autre chose que l'un de nous a faux. Il a raison et j'ai raison, ou il a tort et j'ai tort, mais ça revient à la même chose. Est-ce que c'est parce que tu vois cette humanité aussi blessée d'amour qui maintenant parle avec ses yeux d'amour et que tu la vois toi aussi avec des yeux quelque part d'amour avec un grand A? Ouais, d'une certaine manière. oui, il y a de ça. J'enlèverai juste le grand A, mais pour le reste, oui, je suis ok. C'est-à-dire que mon amour est posé sur ma capacité à détester. Je suis un humain, donc pas capable d'amour avec un grand A, mais d'un amour avec un petit a, de cet amour des humains, de ceux qui savent détester et aimer. Mais effectivement, je n'ai pas envie de décrire le mal à l'extérieur pour devenir le bien à l'intérieur. J'en ai marre de cette posture qui consiste à désigner quelque chose à l'extérieur comme étant nul pour se croire de facto placé de l'autre côté. Je crois que ce petit jeu de l'humanité de désigner l'extérieur comme étant le mal pour se croire être le bien aboutit aujourd'hui à son paroxysme. On le voit avec l'intégrisme, qui finalement n'est que notre intégrisme intérieur à vouloir absolument éradiquer le mal en soi et le désigner uniquement à l'extérieur. Pour moi, aujourd'hui, être un homme debout, c'est pouvoir être un homme sans être obligé de se juger sur les épaules de ceux qu'on juge comme étant moins que nous, pour devenir quelqu'un. Je n'ai pas besoin de désigner quelqu'un comme perdu pour me sentir trouvé. Je n'ai pas besoin de désigner quelqu'un comme radin pour me trouver généreux. J'ai pas besoin de trouver le monde comme étant fermé et pourri pour en tirer la conclusion que je suis ouvert et magnifique. Franck Lobet, on arrive à la fin de ce podcast passionnant et ça ouvre des portes et c'est bien parce que ça donnera l'occasion à chacune et à chacun de prendre sa responsabilité, d'aller explorer ces univers et ces multidimensions. Cette dernière question, quelle est ta plus grande espérance aujourd'hui pour le monde? Est-ce que tu as une espérance pour le monde ou pour toi-même? Oui, mais je crois qu'elle est choquante.
j'ai l'espoir que lorsque mon arrière-petit-fils naîtra et qu'il arrivera sur cette planète, il ait encore la possibilité qu'offre cette planète magnifique qui aime d'un amour tellement grand que lorsqu'on prend corps avec Gaïa, on a l'opportunité de vivre le pire et le meilleur. Car c'est l'unique possibilité pour moi de pouvoir vivre l'inverse. J'ai envie que mon arrière-petit-fils arrive sur une planète où effectivement la possibilité du pire et du meilleur reste à notre disposition. Et que dans un élan d'holocauste, on n'aura pas une fois de plus tenté d'éradiquer le mal de cette planète, amenant ainsi une fois de plus le pire en désirant être le meilleur. Mon espoir pour cette planète, c'est que tout le monde se rende compte qu'on est au paradis, puisque chacun ici fait l'expérience de ce qu'il est, et que ça n'enlève rien. Je suis bien d'accord à la douleur, à la blessure, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je suis infiniment touchée, émue par cette conclusion, et je sens à la fois toute ton humanité, ta divinité dans cette conclusion. Merci beaucoup Franck. Alors je nous souhaite à chacune et à chacun de remplir l'air autour de nous, de la joie d'être soi, qui est très joli dans ton livre. Et Franck, je rappelle le titre de ton livre L'Homme debout aux éditions Atlante, et vous pouvez retrouver tous les stages de Franck qu'il s'appelle Vague, Plongeon, Immersion, Masterclass sur son site internet franklobvet.com. Merci Franck. Merci beaucoup Anne. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.